Plus généralement, des organismes comme le FBI, la CIA, le Pentagone, le département d'État ou l'administration pénitentiaire font l'objet de démarchage par Verichip. Verichip est également présent dans le domaine militaire où sont étudiés à la fois différents systèmes électroniques en substitution des systèmes classiques d'identification et le développement de capteurs pouvant renseigner sur l'état cognitif et physiologique des soldats, même si la portée réduite de Verichip Trademark la rend moins compétitive que d'autres systèmes sur ce terrain. L'armée américaine est, quoi qu'il en soit, en passe de devenir le plus gros client de Verichip et l'ensemble des entités gouvernementales américaines fournissent plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Verichip a également des alliances avec Orbcom pour réfléchir à une association puce GPS satellite qui transformerait la puce en dispositif autonome actif de localisation universelle. Divers accidents de parcours sérieux sont néanmoins déjà venus contrarier le développement de l'usage de Verichip Trademark. Celui-ci s'est d'abord heurté à une vaste opposition sociale. Aux États-Unis, des groupes associatifs comme Caspian, Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering se montrent très actifs dans leur refus de la surveillance globale associée à la généralisation de l'usage des puces et des technologies RFID. Catherine Albrecht et Lise McIntyre ont publié en 2005 aux éditions Nelson Currents, réédité chez Penguin en 2006, The Psychips, un livre de dénonciation qui bénéficie d'une large diffusion. Dès les années 2000, les premières puces implantables proposées par Applied Digital Solutions s'étaient attirées l'acrimonie de différents groupes chrétiens. Elles proposaient alors une identification basée sur 3 groupes de 6 chiffres qui évoquaient à leurs yeux le 666, du nombre de la bête mentionnée dans divers passages de l'Apocalypse de Saint Jean, marqué ou signe que la bête imposerait à chacun de porter sur la main ou sur le front pour acheter ou vendre. On suppose que c'est cette opposition qui a amené à doter plutôt la Verichip Trademark d'une numérotation à 16 chiffres. En ce qui concerne d'autre part les dangers de la puce, Associated Press révélait en 2007 que plusieurs études menées depuis les années 90 semblaient relier de façon certaine l'apparition de tumeurs malignes chez des rats et souris de laboratoire à l'implantation des puces RFID. Ces résultats, bien que contestés par Verichip au regard d'autres études, ont nourri un début de controverse sanitaire. Elle fut entre autres alimentée par la révélation de la nomination en 2005 de Tommy Thompson au conseil de Verichip Corporation, soit 5 mois après son départ de son poste de directeur du département américain de la santé et des services humains, organisme de tutelle de la FDA, poste qu'il occupait au moment de l'autorisation de commercialisation accordée à Verichip. Il faut d'ailleurs remarquer que l'homologation accordée par la FDA arrivait en dépit de certains risques potentiels associés à l'usage de la puce que la FDA ne pouvait taire, tels ceux de réactions tissulaires, migration du transpondeur implanté, sécurité des informations compromise, défaillance du transpondeur implanté, défaillance de l'applicateur, défaillance du scanner électronique, perturbations électromagnétiques, risque électrique, incompatibilité avec l'imagerie par résonance magnétique, blessure par l'aiguille, rapport du GEE, page 21. Par ailleurs, le mythe de la protection des données par la Verichip Trademark a été mis à mal quand en 2006, un développeur de 23 ans du nom de Jonathan Westhus est parvenu à cloner la puce puis a mis en ligne un mode d'emploi du clonage facile et peu onéreux. Verichip n'en a pas moins continué à vanter les mérites de son dispositif pour le contrôle d'accès en reconnaissant toutefois la nécessité de le coupler avec une vérification des papiers d'identité. Enfin, divers barrages juridiques se sont élevés contre la diffusion des implants sous-cutanés. En mai 2006, Jim Doyle, gouverneur du Wisconsin, a signé une loi interdisant et rendant passible d'une amende pouvant atteindre 10 000 dollars d'exiger d'un individu l'implantation d'une micropuce sous la peau. Par exemple, dans le cadre d'un emploi, à ce jour, plus de 10 États américains ont produit des lois visant à limiter l'usage des implants. Remarquons néanmoins que la législation actuelle, si elle permet d'assurer que l'implantation reste volontaire, ne permet pas d'empêcher que la possession d'une puce ne devienne de facto une condition de l'accès à certains emplois ou services, de même qu'elle ne permet pas d'exercer une véritable protection de la vie privée, comme elle pourrait le faire
l'interdiction de lire par un scanner non autorisé les données d'une puce implantée. Spectrum.ieee.org RFID-Inside, Kenneth R. Foster et Ian Yager, RFID Inside. Toujours est-il qu'en 2007, plus de 2000 personnes se trouvaient implantées par Verichip, trait de marque, de par le monde et dans plus de 30 pays. Depuis le développement de la puce, divers sondages ont été effectués. Lors d'une petite enquête menée en 2003 sur 23 personnes par le New Jersey Institute of Technology, Newark, 18 personnes manifestaient leur opposition à l'usage de la puce comme dispositif d'identification. En 2006, sur 141 étudiants interrogés à la Bridgewater State University, Massachusetts, un tiers se disait prêt à l'implantation au regard de différents enjeux, prévention des détournements d'identité, lutte contre le terrorisme, sécurité médicale, etc., alors qu'un peu moins de la moitié s'y déclarait hostile, l'usage comme dispositif d'identification étant celui qui retenait le moins de suffrages. Toujours en 2006, un sondage réalisé par un think tank britannique de l'industrie agroalimentaire laissait quant à lui entendre que 8% des Britanniques de 13 à 19 ans et 5% des 25 à 40 ans seraient disposés à payer via une puce sous-cutanée contre respectivement 20 et 17% par des méthodes biométriques, les jeunes se montrant dans tous les cas moins sensibles aux enjeux de vie privée que les plus âgés. La première expérience d'implantation d'une puce RFID chez l'être humain remonte en fait à août 1998. C'est le scientifique britannique Kevin Warwick de l'université de Reading qui l'effectua sur son propre corps. Ce premier implant lui permettait d'ouvrir des portes, d'allumer des lumières et de déclencher des messages sonores. Cette expérience d'une dizaine de jours fut baptisée Cyborg 1.0 et s'inscrivait dans un programme cyborg, au but avoué et revendiqué de transformer l'homme en un être mi-humain, mi-machine, devant constituer la prochaine étape de son évolution. Cyborg 1.0 fut suivi en mars 2002 de Cyborg 2.0, une expérience de 3 mois au cours desquelles une puce contenant une centaine d'électrodes et capable de communiquer avec un ordinateur fut implantée dans les fibres nerveuses médianes du bras de Warwick grâce à l'analyse par ordinateur des signaux moteurs issus du cerveau et captés par la puce. Warwick fut, entre autres, capable de commander à distance une main artificielle. Une puce similaire, reliée à l'ordinateur, fut de plus implantée chez son épouse Irena, de telle sorte qu'une communication purement électronique put s'établir entre eux. Lorsque Irena bougeait sa main, le signal moteur correspondant était analysé, puis transmis à la puce de Kevin, dont le cerveau recevait alors une sorte d'impulsion. Warwick a voulu voir dans ce contexte une nouvelle forme révolutionnaire de communication sans langage, ouvrant la voie aux échanges directs entre cerveaux, soit une certaine forme de télépathie. Kevin Warwick poursuit un rêve, celui de transcender la condition humaine. Le samedi 13 juin 2015, à la Gaîté Lyrique, un espace parisien dédié aux cultures numériques, dans le cadre du festival Futur en scène, le lieu hébergeait la première Implant Party française. Un seul politique français s'est vraiment mobilisé contre cette technologie et sur son possible effet néfaste pour la société humaine. Il s'agit de François Asselineau. Le journal Le Monde du 18 avril 2017 titrait François Asselineau sur les puces électroniques, fantasmes et réalité, avec pour chapeau le paragraphe suivant. Interdire le puçage des êtres humains, le candidat à l'élection présidentielle est le seul à l'évoquer. Et il en fait un point important de son programme. Depuis un peu plus d'une décennie, nous voyons les lecteurs NFC, RFID envahir notre quotidien entre les puces tram métro qui proposent des cartes d'abonnement qui sont lues en sans contact avec les technologies NFC ou encore les moyens de paiement sans contact, les badges d'immeubles, badges de bureau ou applicables pour d'autres travails dans lesquels l'employé doit badger son arrivée, ses pauses puis son départ. Il n'est qu'une question de temps avant que les montres connectées, téléphones et puces RFID deviennent une norme pour s'identifier, payer, rentrer chez soi ou s'authentifier à son travail. Pour revenir à Kevin Warwick, un autre type d'exemplification fut fourni lors d'une nouvelle expérience au cours de laquelle Irena portait un collier changeant de couleur selon les signaux nerveux captés par la puce de Kevin.
fournissant ainsi selon lui une sorte d'image de ses états mentaux. D'autres expériences sont actuellement en projet sous les noms de Cyborg 3.0 et Cyborg 4.0. Elles visent à l'implantation directe de puces dans plusieurs cerveaux d'individus de façon à capter, transmettre et échanger directement des signaux aux contenus cérébraux ainsi qu'à l'enrichissement de l'intelligence artificielle par des informations émotionnelles, même si Irena semble pour le moment refuser de s'y soumettre. Parallèlement, Warwick est engagé dans une expérience d'anima ou animal artificiel avec le développement d'un robot prénommé Gordon, fonctionnant avec des neurones animaux, en l'occurrence des neurones de rat. Des neurones sont prélevés sur un cortex de fœtus de rat, puis préparés et déposés sur une plaque munie d'une soixantaine d'électrodes, dispositif dénommé MEA pour multi-électrode array. Des interconnexions observables dès la première journée se développent alors entre les neurones et au bout d'une semaine, des impulsions électriques spontanées apparaissent et des électrodes peuvent les enregistrer. Au bout de 3 à 5 semaines, ce qui commence à ressembler à un cerveau peut être couplé à un petit robot muni de capteurs qu'il va contrôler dans un espace semé d'embûches. On peut dès lors observer progressivement un développement du cerveau, multiplication des neurones, renforcement des connexions en fonction des stimuli exercés par l'environnement du robot et conjointement un apprentissage du robot dans ses capacités à se mouvoir dans l'espace, contournement des obstacles, etc. Les scientifiques peuvent également obtenir des effets sur les mouvements du robot en agissant directement sur le cerveau, par impulsion électrique ou utilisation de produits chimiques favorisant ou inhibant les transmissions entre neurones. L'équipe possède en fait plusieurs cerveaux différents qui développent des caractères différents au sens où ils déterminent des formes légèrement différentes des comportements du robot, évitement ou obstination face aux obstacles, etc. Chacun de ces cerveaux est constitué au final de 50 000 à 100 000 neurones, alors qu'un cerveau de rat peut en compter 1 million et un cerveau d'homme 100 milliards. Warwick et son équipe espèrent notamment obtenir à partir de ces recherches un gain dans la compréhension de la façon dont le cerveau, notamment le cerveau humain, stocke et traite les souvenirs et les situations et la façon dont il apprend et se développe. On peut également leur imaginer à long terme toutes sortes d'applications médicales. Warwick communique volontiers sur les motivations profondes de ses travaux. Pour lui, au cours des prochaines décennies, le développement des machines sera tel qu'elles dépasseront en intelligence le cerveau humain. Face à cette situation, la seule chance pour l'homme de rester en course est de se faire lui-même machine, voie dans laquelle il compte lui-même s'engager en développant ses sens et capacités par tous les moyens que la technique peut lui fournir. Warwick cherche également à faire bénéficier de ses recherches les populations défavorisées, handicapées, malades, etc. Mais contrairement à d'autres collègues, c'est à l'aspect d'aventure humaine véhiculé par ses expériences qu'il se dit les plus sensibles. Ces thèses peuvent donc être vues comme s'inscrivant plus généralement dans la philosophie transhumaniste qui vise à substituer à l'évolution naturelle de l'homme une évolution choisie et orientée. Le mouvement transhumaniste a de nombreuses racines et on peut lui trouver des devanciers dès les premiers âges de la pensée humaine. Il a pris une expression propre à partir des années 80, quand l'Université de Californie à Los Angeles en devint le centre principal, animé par des personnalités comme le futurologue F.M. Esfandiari, rebaptisé FM-2030, ou l'artiste Natasha Vita, mort en 1998, et fondé la World Transhumanist Association. WTA par les philosophes Nick Bostrom et David Pearce. Celle-ci rédigea en 1999 The Transhumanist Declaration et deviendra à partir de 2006 la principale organisation transhumaniste mondiale. Elle adopte en 2008 le nom de Humanity Plus et publie un périodique H+ Magazine visant à faire connaître les thèses et idées transhumanistes. Le transhumanisme est aujourd'hui un mouvement influent, notamment aux USA, où ses membres prennent une part active à l'élaboration des politiques et investissements de recherche, en particulier dans le domaine des nanotechnologies. Le transhumanisme n'est pas un courant de pensée parfaitement unifié et il se nourrit de plusieurs types d'idées, parfois contradictoires. Les transhumanistes attendent et préparent l'avènement d'un nouveau type d'homme affranchi des imitations et des limitations naturelles de son corps. Ses capacités seront augmentées, il ne sera plus soumis aux contingences de la maladie, voire pour certains de la mort, ayant réussi soit à devenir immortel, soit à dématérialiser ses contenus cérébraux et donc sa personnalité en les stockant sur des supports informatiques où ils pourront d'ailleurs être mis en réseau avec ceux d'autres hommes. Il pourra avoir avec les machines des relations diverses, de concurrence ou de collaboration selon les auteurs. Sachant que pour le célèbre Ray
Kurzweil, par exemple, la singularité ou atteinte par les machines de la suprématie en intelligence sur les hommes devrait advenir vers 2050. Certains envisagent d'ailleurs pour l'homme un avenir apocalyptique d'esclavage au profit des machines ou de relégation dans des réserves humaines, alors que d'autres envisagent la possibilité de mouvements humains ayant choisi de rester tels quels et parvenant à se maintenir de la sorte de transposition du mode de vie contemporain des Amish dans une société hyper techniquisée. Voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo.